Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission qui t'aide à construire une vie et une société pleine de sens. Chaque semaine, je reçois un humain inspirant pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Antoine Rimbaud pour parler de son super film « Une affaire de principe » sur l'histoire vraie d'un complot au cœur du pouvoir de la Commission européenne qui est en salle actuellement. Salut Antoine. Bonjour, merci de l'invitation. Je te présente en 10 secondes. Tu es donc le réalisateur de ce thriller, Une affaire de principe, inspiré d'une histoire vraie, où à Bruxelles en 2012, donc le commissaire à la santé est viré du jour au lendemain. Alors il est accusé d'avoir touché 60 millions d'euros de l'industrie du tabac, alors que pourtant il s'apprêtait à lancer une directive anti-tabac historique, donc un peu bizarre. Et c'est à ce moment-là que du coup le député européen José Bové et son équipe mènent l'enquête et découvrent un complot au plus haut sommet. Ça, c'est un peu la version hallucinée, on va dire. Ouais. Mais toi, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus l'histoire du film pour mettre l'eau à la bouche aux gens et tout simplement Oui. leur donner envie d'aller le voir en salle? Alors effectivement, t'as résumé le pitch. Il y a un petit détail important, c'est qu'il est le commissaire européen à la santé, John Dalli à l'époque, il y a 12 ans maintenant, n'est pas accusé d'avoir touché 60 millions, mais d'avoir demandé. C'est-à-dire que il est accusé d'une tentative de corruption. Voilà. Moi, en fait, au départ, je travaillais sur les lobbies, pas particulièrement sur le tabac. Je travaillais autour d'une autre institution qui est Interpol, qui s'est fait financer par tous les lobbies possibles et imaginables. Ah ouais. Ouais, c'est-à-dire le tabac, mais aussi la FIFA, l'industrie pharmaceutique, le Qatar, plein d'institutions privées qui sont financées Interpol et instrumentalisées Interpol. Et donc, on travaillait là-dessus avec mon co-scénariste Marc Chérigas, mais c'était beaucoup trop vaste. Et donc, on a abandonné ce projet. Mais le cadre du travail, c'était chercher à interroger ce qui reste de nos démocraties face à la puissance grandissante des lobbies. Voilà. Et à l'intérieur de ces recherches, je suis tombé sur cette affaire Dalli qui m'a semblé condenser tout ce qu'on cherchait, avec en plus la présomption d'innocence qui était le sujet de mon premier film et qui est un sujet qui m'intéresse, qui est un grand sujet de l'époque à mon avis, et puis surtout avec les institutions européennes. Et là, je me dis, mais on n'a pas eu ça représenté au cinéma tant que ça, et qui plus est sous la forme d'un thriller et tiré de faits réels. Et puis en plus de tout ça, au milieu de cette affaire, il y a José Bové. On se rend compte que José Bové s'est investi énormément, qu'il est omniprésent médiatiquement, qu'il a même écrit son enquête, il a mené l'enquête avec son équipe, il a écrit ça dans un chapitre de son livre sur ses 10 années passées au Parlement. Et là, on se dit qu'il y a peut-être un personnage de cinéma. On va à la rencontre de José Bové. Et là, tout bascule et c'est là que le film naît. Gros crush pour José. Ouais, grosse rencontre avec José. Qui s'avère effectivement être un personnage de cinéma sans aucun doute, donc on y va. Et donc le film, c'est vraiment le combat, le sport de combat, qui est la démocratie et la lutte face au lobby. Voilà, depuis l'intérieur des institutions, avec des protagonistes que je n'ai jamais vus moi au cinéma, qui sont des eurodéputés et ses assistants. Donc il y a José Bové et son équipe. Et il est un peu lanceur d'alerte, José Bové. Donc tout ça m'intéressait terriblement en incarnation pour parler de la démocratie. Et j'ai essayé de faire un film sur le droit, en fait. Voilà les thèmes du film. Ah, j'ai envie d'aller le voir alors que je viens de le voir. Tu pitches trop bien. C'est cool. Ouais, parce que c'est une prouesse quand même de... Enfin, s'il n'y a pas eu de film là-dessus avant, c'est aussi que c'est galère de faire un thriller à partir de... Enfin, c'est la Commission européenne, quoi. C'est quand même beaucoup des bureaux et il faut arriver à rendre ça excitant, quoi. Ouais, mais moi, j'ai trouvé ça passionnant et excitant quand j'ai découvert cette affaire, quand on s'est reglissé dans leur pas et on a refait leur enquête avec mon co-scénariste Marc Chérigas. Et oui, c'est un gros challenge de rendre ça palpitant. Mais réussi. Et haletant, c'est-à-dire qu'il y a une écriture de thriller, quoi. Vraiment, c'est du cinéma, fabrique du cinéma. Et en même temps, passionnant parce que ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que, en tout cas, pas sous cette forme-là. Et en plus, il y a une légèreté dans le film. Moi, l'idée que je me faisais du film avant de rencontrer José et puis avant même de trouver cette affaire, c'était plutôt un film noir, un film plein d'indignation et très sérieux et peut-être un peu flambant. Et c'est pas du tout ce que j'ai trouvé dans ma rencontre avec José Bové. J'ai trouvé un sourire jusqu'aux oreilles et un plaisir permanent dans ses récits et dans les bagarres
qu'il entreprenait, c'est quelqu'un qui aime pas perdre, c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire, et c'est surtout quelqu'un qui y trouve du plaisir. Et donc on a essayé d'injecter ça dans le film. Donc le film a aussi une légèreté et un sourire un peu permanent, et c'est un film ludique. Et je crois que c'était ça le plus excitant, et peut-être c'est vrai. ce qui était compliqué, c'était ce mélange des genres. C'est-à-dire un film d'enquête et de bureau. Moi, j'appelle ça un thriller de bureau, hein, des longs couloirs et des dialogues hyper rapides. Mais ça vient se percuter à la réalité de ce qu'est José Bové et de sa façon de mener le combat. J'avais eu la chance d'interviewer ton collègue, le réalisateur de Goliath, avec Pierre Ninet, sur un thriller politique un peu similaire. Et là, c'est chouette parce que lui, c'était plus les citoyens contre Lobby Pharma, en l'occurrence, alors que toi, c'est plus des élus, donc c'est de l'intérieur. Et on avait parlé de la diversité des armes, on va dire, à disposition des deux camps pour gagner une bataille politique, soit utiliser les médias pour faire pression, le secret d'affaires dans ton cas, etc. Et il y a un moment où José Bové a enfin accès à the rapport confidentiel, mais que pendant 1 heure, et il n'a pas le droit de dire ce qu'il aura lu dedans. Dans cette scène, alors je ne peux pas vous dire quoi parce que pas trop vous spoiler non plus, mais du coup, les lobbies font preuve de créativité, à la fois pour empêcher José Bové de lire le rapport de son côté, et de l'autre côté, lui, il fait preuve d'encore plus de créativité pour contourner ça, on va dire. Déjà, je me demandais, est-ce que cette scène, elle est vraie? Alors, donc c'est dur de pas la spoiler là. C'est très difficile de parler de la scène sans la dévoiler. Ouais, mais pour moi, c'est le climax du film. Alors Donc, moi, j'adore travailler à partir de faits réels, mais en plus, je garde les noms. Ce qui fait que on a un cabinet d'avocats qui relie derrière pour s'assurer qu'on fait pas d'impair, et ça fait partie du projet et de l'audace de ce type de projet que de garder les noms. En même temps, ça aurait été pour moi complètement absurde de devoir transformer le nom de Philippe Maurice, par exemple. C'est-à-dire on parle des coups bas du lobby du tabac. J'ai une nécessité d'avoir une distance de sécurité, c'est-à-dire que je suis à plus 10 ans par rapport aux faits que je raconte. Donc, il y a énormément de choses qui ont été mises en lumière depuis. Je fais un film qui est sourcé. Et donc, effectivement, je fais très attention à ce que je peux transformer. Voilà, ce à quoi je donne du relief avec le cinéma et avec la fiction. Et donc, sur cette scène en particulier, le personnage de José Bové, notre José Bové de cinéma, fait quelque chose d'hyper transgressif, de très audacieux. Donc, ce qui est vrai dans cette scène, c'est que quand on va à la Commission européenne consulter un document qui est protégé par le secret des affaires, vous allez dans une reading room. C'est vrai pour ce document sur le tabac, mais c'est vrai aussi pour Michel Rivasi, qui était députée européenne, parlait exactement de ça sur les vaccins, les contrats signés avec les vaccins pour le Covid. On vous fait vider vos poches, comme à la douane. Vous n'avez pas le droit d'emporter de téléphone portable. Vous êtes enfermé dans une pièce sous surveillance, comme si vous passiez un examen. Et on vous fait signer un contrat de confidentialité qui vous engage à ne rien dévoiler de ce que vous allez lire. Et quand le document arrive, il est caviardé, c'est-à-dire qu'il manque énormément d'informations. Voilà, c'est une blague. Vive la démocratie. C'est comme ça. C'est le secret des affaires. C'est la culture du secret de la Commission européenne. Et face à ça, il y a la culture de la transparence de nos élus qui sont les eurodéputés. Et donc, José me raconte cette scène et il me dit, nous, on avait un plan et il n'a pas pu le faire. Mais il me raconte ça et je lui dis, le film va venger le réel et nous, on va pousser le bouchon. Et tu vas le faire. C'est encore mieux. Mais c'est encore mieux et c'est le sens du cinéma. Voilà, venger le réel. Et donc, cette petite fantaisie, cette petite liberté, on se l'octroie d'abord parce que c'est son idée, pas de scénariste, quoi. C'est son idée dans la vraie vie de l'avoir fait. Et parce que ça aurait pu vraiment se passer, quoi. Ça ressemble beaucoup à José Bové. C'est-à-dire qu'il en a fait des trucs comme ça. Il a fait sortir des documents. J'ai envie de spoiler la scène, mais je me retiens. Mais oui, il fait à ce moment-là dans s'attarder. le film, est à mon avis très juste par rapport au personnage qui a démonté un McDo en 99, fauché des champs OGM, s'est fait enfermer en prison pour ça. Voilà. Donc parfois on s'interdisait d'inventer des choses qui n'étaient pas justes par rapport au personnage, mais là c'était hyper juste. C'est ce qu'il avait prévu de faire à la base. Voilà. C'est vraiment pas tiré par les cheveux, quoi. Voilà. Bon, désolé pour ceux qui nous écoutent. Du coup, il fallait absolument que je parle de cette scène, mais je pouvais pas vous dire quoi, donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ce jeu du chat et de la souris, où le rapport de force change régulièrement, un peu comme dans la vraie vie, dans pas mal de combats politiques. Ouais.
Pour reprendre le film de Frédéric Tellier, là, c'est vraiment David contre Goliath. C'est-à-dire que c'est évident que les moyens employés par les lobbies sont monstrueux Démesuré. et qu'on ait peu de choses face à ça. Cette affaire, elle m'a intéressé. J'ai voulu raconter cette histoire parce que cette affaire semble perdue d'avance. On voit le président de la Commission européenne lui-même, donc la Commission, c'est l'exécutif, José Manuel Barroso, qui est avec lui, derrière lui, on va le découvrir dans le film, il y a le lobby du tabac qui s'est mis à financer la Commission européenne. Et face à lui, il y a un tout petit député, parmi les 700 députés de l'hémicycle européen. Au début, il cherche des soutiens, personne ne veut le suivre, parce que il y a une scène au self qui raconte ça. Il va à gauche, on se frotte les mains à gauche parce qu'un commissaire européen opposant de droite s'est fait sauter. À droite, tout le monde regarde ses pompes de peur de se mouiller, des fois que le fameux Dali soit effectivement impliqué dans quelque chose. Donc José Bové est tout seul et il y va tout seul, pas du tout parce qu'il apprécie John Daly, qui est son opposant politique, qu'il a combattu sur les OGM, qu'il a combattu sur la viande clonée, qui est vraiment un opposant politique. Mais il se respecte. Mais surtout, José Bové trouve ça insupportable que la Commission ne rende pas de compte au Parlement, parce que c'est dans les textes, la Commission doit rendre des comptes au Parlement, et il trouve ça insupportable que le droit ne soit pas respecté par le sommet de la Commission, le président de la Commission. Et donc, sur une affaire de principe, c'est le titre du film, il va partir en quête de vérité, il va mener son enquête comme il peut. C'est aussi dans les missions du Parlement que de contrôler la Commission. Et donc, c'est à base de conférences de presse. Il va secouer le cocotier pour alerter sur cette affaire. Et ses armes, ce sont des conférences de presse, des coups de fil, des mails, une imprimante qui sort un document très important, un téléphone qui enregistre une confession faite par des lobbyistes qui sont venus le voir sans se rendre compte qu'ils vont lâcher le morceau. Voilà, tout ça est vrai. Et à force, ils ont fait une partie de la lumière sur tout ça. La justice s'est emparée de tout ça. Voilà, donc le temps judiciaire est très long. Mais la démocratie est bien vivante et vivace, et c'est ce qu'on montre dans le film. C'est que avec peu de moyens, mais beaucoup de détermination, une petite poignée, un député, son équipe et d'autres députés petit à petit qui se sont agrégés, qui n'étaient pas du même camp, c'est aussi très intéressant. Et ben on fait bouger les lignes à la démocratie. Il suffit de s'y intéresser, il suffit de s'y pencher, et c'est notre devoir à tous, citoyens, en commençant par aller voter, et puis en s'y intéressant, tout simplement. Moi, la petite pierre que j'essaie de porter avec ce film, c'est de nourrir nos imaginaires à tous, en représentant les institutions, ces lieux, mais aussi ces protagonistes, quoi. Voilà. Pour moi, c'est politique de faire de nos députés, de nos élus, des héros de cinéma. En regardant le film, j'ai réalisé le décalage qu'il y avait entre l'image de José Bové avec laquelle moi j'ai grandi étant petit. Donc sûrement déformé par les médias, mais voilà, un militant radical qui avait effectivement démonté un McDo, fauché des champs de maïs transgéniques, et l'image aujourd'hui où, bah, entre-temps, forcément, je me suis politisé, et en fait, j'ai beaucoup de respect pour ce mec qui a fait de la prison pour s'être opposé à des choses injustes, quoi. Est-ce que, est-ce que c'était ton cas aussi, un peu ce décalage entre la version. Enfin, et toi, en plus, tu as rencontré la personne, donc il y a aussi tout le côté effectivement hyper jovial, ouais, caractère, quoi. Ouais. Enfin, vraiment, c'est un personnage, quoi. Ben, j'avais, comme toi, un imaginaire de José Bové qui était Ouais. fait à partir du médiatique, de la surface, quoi. Et effectivement, quand je le rencontre, j'ai accès au fond, à la pensée de José. Donc, nous, ce qu'on a conscientisé, c'est que tout d'un coup, le film porte la lumière sur José Bové au Parlement européen, sur le tabac, sur cette enquête. Voilà. Donc, c'est déjà un endroit, le Parlement européen, qui est pas complètement dans l'imaginaire qu'on a du personnage, qu'on voit plus en train de démonter le McDo. Il l'a fait une fois. Mais effectivement, c'est ce qui reste. C'est-à-dire sur le terrain, militant, syndicaliste, paysan. Donc déjà, nous, c'est dans les bureaux. Voilà. Et il est élu. Et puis, le tabac, c'est pas son sujet. Il a la pipe au bec pendant tout le film. Et c'est un sujet qu'il ne connaissait pas, qui n'était pas son combat. Donc, c'est deux endroits où, effectivement, on déplace le regard. Et donc, ça nous donne à voir un José Bové singulièrement différent de l'idée qu'on s'en faisait. Après, ce qui est plus intéressant, c'est le fond, c'est la pensée. Le maître à penser de José Bové, c'est Jacques Ellul, un grand anarchiste,
José est un libertaire, anarchiste, et l'anarchie, il y a aussi un malentendu souvent avec ce mot, mais c'est l'idée de l'ordre sans le pouvoir. Et donc, les anarchistes, L'autogestion. voilà, et ils sont très attachés au droit. Et en fait, toute la vie de José Bové, c'est le droit. C'est de faire avancer les droits, et c'est de se battre pour le droit, donc pour le respect de la règle. En l'occurrence, c'est de ça qu'on parle. Dans le film, le respect de la règle qui est déjà là. Le droit est plutôt bien fait. Par contre, parfois, au sommet, le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Il y a toujours des tentations d'abus de pouvoir. Et José Bové est une parfaite incarnation du contre-pouvoir au cœur même des institutions. Donc, effectivement, il y a le terrain. Il est connu pour avoir popularisé l'enfermement militant, c'est-à-dire accepter de se faire condamner quand il trouve que toutes les voies légales ont été épuisées. Bah, il va au-devant de la justice, il fauche des champs, mais en faisant ça, il finit par obtenir l'interdiction des OGM en France, qui a été signée par Sarkozy, qui n'est pas exactement son copain. Voilà, et il fait ça. C'est un moyen de médiatiser l'affaire. Voilà, c'est un outil pour lui, tout d'un coup, de faire plier le droit pour faire avancer le droit. Voilà, c'est ça, c'est ça sa pensée. Et elle est très construite, elle est très consciente. C'est aussi un non-violent, c'est-à-dire que quand il fait des actions, il le fait à visage découvert. Ils arrivent, quand ils fauchent des champs, ils donnent une liste immédiatement aux gendarmes de tous les faucheurs volontaires qui sont prêts à se faire enfermer. Ce qui fait que quand ils en arrêtent 5, qui vont ensuite comparaître devant les tribunaux, il y a dans la salle les 200 qui étaient là et qui veulent se faire arrêter aussi. Voilà, c'est aussi une pensée très construite qui se perd et qui est, à mon avis, l'inverse du chaos et de la violence. Ouais. Paradoxalement, c'est ironique qu'on se souvienne de lui plus justement pour ses coups d'éclat militants. C'est aussi important, qui ont marqué les imaginaires, alors que c'est peut-être, je sais pas, ça se débat, en tant que député européen, qu'il a eu le plus d'impact, comme on le voit dans le film. Toi, tu as bossé du coup avec effectivement José Bové sur le film. C'était quoi les points vraiment importants pour lui dans le film? En fait, quand on se rencontre, on se tape dans la main, vraiment. Il avait beaucoup aimé mon premier film, Une intime conviction, et qui était déjà dans cet ADN avec une dimension de rigueur, quoi, sur le réel. Et donc, il a compris ça. Et donc, ensuite, son rôle à lui, c'était de s'assurer d'avoir ce regard hyper rigoureux sur le réel, sur les faits, sur le fonctionnement des institutions, qu'on fasse pas d'erreur. Et on est quand même profane. On ne fait que, nous, frôler tout ça. On arrive de l'extérieur. Encore une fois, on n'a pas les codes. Nous, on s'est glissé dans la peau du personnage de Clémence, qui est un personnage inventé de fiction, qui, elle, arrive comme nous dans cette affaire, et comme le spectateur dans le film. C'est la stagiaire de José Bové. Voilà, la stagiaire inventée pour le film, qui est notre regard, qui est vraiment l'endroit où je me suis mis moi, et qui est aussi, du coup, un peu l'endroit du spectateur, parce qu'elle pose les questions que se pose le spectateur qu'on s'est posé nous. Voilà, donc José, il était là pour... il a lu quelques versions du scénario et pour nous dire « Ah, là, vous avez fait une petite erreur, etc. » Mais il nous a laissé toute la liberté de réinventer, parce que notre mission, c'est le cinéma. Et tu m'as dit qu'hier, tu montrais le film à des scolaires. Je suis curieux, c'était quoi leur réaction? Bah, ils aiment le film, ce qui est une très bonne Je pense qu'entre 15 et 25 ans, ils vont pas voir le film tout seuls, il faut un peu les emmener. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est globalement, hein, il y a très, très, très peu de cette génération-là qui vont voir des films français, en fait. Mais ils aiment beaucoup le film, donc je suis très content. C'est quand même un film de cinéma, c'est quand même un thriller, c'est même parfois, au détour d'une séquence, là, celle dont on parlait tout à l'heure, un peu une comédie d'action. Il y a même un bout de comédie romantique dans le film. Donc, en fait, c'est un film de genre, en fait, qui s'assume comme tel, même s'il est ancré dans le réel et dans une affaire complexe. Et bah, ma grande surprise, et je suis très heureux de ça, là, c'était 3 classes de seconde hier. Et ils ont été passionnés par le film. Ils avaient plein de questions, pas que sur le cinéma, mais aussi sur les institutions européennes qu'ils connaissent mal. Et j'étais très content de voir que ça les intéressait. En plus, à un âge un peu encore de candeur, où ils se projetaient, quoi. Ils sont encore pleins d'avenir. Et donc, ils demandaient comment on fait pour faire un stage comme Clémence, quoi. C'était génial. Les premières questions sont pas sur José Bové, mais sur Clémence. Et comme le film est tiré de faits réels, ils me demandent de ses nouvelles. Et ça, pour moi, c'est une grande victoire du cinéma. C'est-à-dire qu'ils se sont identifiés beaucoup aux jeunes personnages de Clémence. J'avais l'impression que les filles voulaient être elles et les garçons étaient amoureux. Voilà. Donc, il y a eu un enthousiasme très fort sur le personnage. Donc, c'est l'endroit du cinéma. Donc, je suis très heureux de ça.
Et est-ce que tu as dans d'autres environnements, est-ce que tu as des anecdotes sur l'impact que le film a pu avoir? Soit par rapport à l'affaire ou des spectateurs ou des Bah, institutions? Je sais on avait besoin d'être rassurés et donc on l'a montré à Bruxelles et à Strasbourg. Ça compte ah ouais? beaucoup de gens du Parlement sont venus, peut-être une quinzaine de députés, des assistants parlementaires, des clémentes, des stagiaires, voilà, et des assistants. Et puis on a eu aussi quelques retours de gens qui ont travaillé à la commission. Et globalement, le film a été pas mal validé, quoi, dans la solidité, dans la rigueur de ce qu'on raconte. Ouais. Après, sur l'impact du film, non, c'est très compliqué. Il y a la justice qui œuvre et qui fait son travail en parallèle du film. Et voilà. Oui, parce que c'est toujours pas fini, dans la vraie vie, cette Ni histoire. le John Daly et Donc c'est le commissaire à la santé qui s'est fait virer au début du film. voilà, alors là, c'est oui, c'est la victime de cette injustice. John Daly est encore dans une action judiciaire extrêmement déterminée à attaquer José Manuel Barroso, qui a perdu son immunité. Et donc John Daly, oui, lui est heureux, disons, de ce film, même si c'est une représentation de cinéma. Je sais pas s'il s'y retrouve. Voilà, j'ai pas échangé avec lui à ce point. Et le film peut devenir peut-être un outil de réflexion. Et puis aussi, moi, j'espère que le film va effectivement réintéresser sur cette affaire. Et puis j'espère, moi, que le film va donner envie à d'autres de faire des films sur ces territoires-là, qui sont pas assez explorés. Ouais, on a besoin de raconter ces histoires pour, comprendre comment ça fonctionne et puis comprendre aussi, nous, notre propre histoire. Parce que l'Europe, on a souvent l'impression que c'est, tout clean, tout propre, tout parfait et il y a plein de choses qui marchent, mais il y a aussi des choses qui marchent pas et Ou dans le prisme inverse, on a malheureusement souvent ces échos et cette instrumentalisation de l'Europe, c'est tous pourri, ce qui n'est pas le cas du tout non plus. Voilà. De donner à voir cette complexité-là, mais en même temps, malgré ces dysfonctionnements, bah, la démocratie est vivante, la démocratie est toujours là. Et si on ne s'y intéresse pas, et si on ne se bat pas pour la démocratie, et si on ne vote pas, on aura le fascisme, tout ce qu'on aura à gagner. oui, j'avais pas fait gaffe, mais du coup, tu as fait exprès que le film, il sorte à peu près, autour des élections européennes? Ben, le calendrier d'un film, c'est 3 ans. Donc en fait, on n'avait pas l'œil sur la montre du calendrier électoral, mais quand on s'est retrouvé en post-production et qu'on s'est dit que si on mettait un peu les bouchées doubles, on pouvait sortir le film le 1er mai, c'est-à-dire avant que la campagne batte son plein, pas Ouais. pendant la campagne exactement, mais en tout cas pas après le vote. On s'est dit bah oui, ça a du sens, quoi. Visons ça. Oui, c'est quand même un des buts du film pour toi, c'est donner envie de s'intéresser à l'Europe Ouais. et potentiellement d'aller voter, quoi. Bah ouais, bah, c'est pas un film militant dans le sens où déjà je trouve ça un peu réducteur le mot militant, mais c'est un film citoyen et je crois politique simplement dans le fait de donner à voir et effectivement je veux donner envie d'Europe. Voilà. Alors sans vous spoiler la fin du film, donc il faut savoir qu'à terme, c'est grâce à ce scandale qu'on a aujourd'hui, les paquets de cigarettes neutres, sans logo et quand on sait qu'il y a 90 des gens qui fument avant 15 ans qui arrêtent jamais et qui meurent d'un cancer, mine de rien, le démantèlement de ce complot et du coup les mesures derrière, qui en sont sorties ont permis de sauver des millions de vies en divisant le nombre de jeunes fumeurs par 3. Est-ce que pour toi, ce qui était plus important, c'était plutôt de raconter un peu, les origines de cette victoire, historique ou c'était surtout sur, voilà, le pouvoir et le vertige, de se dire que, des millions de vies, en fait, se jouent sur des bouts de papier à Bruxelles et à Strasbourg? Alors c'est toujours très impalpable l'impact des lois et des directives sur nos vies. Ouais, Moi je suis pas fumeur, mais concernant le tabac et le paquet neutre, je vois bien autour de moi que tous les fumeurs regardent ça comme un truc un peu ridicule qui ne sert à rien parce que ça les empêche pas de fumer et même ça les agresse en les culpabilisant. Et les ouais, fumeurs regardent ça de loin. Et, ouais, c'est vrai. et moi, c'était pas un sujet qui m'intéressait plus que ça et je m'y suis intéressé et j'ai découvert énormément de choses. Et il se trouve que ces chiffres qu'on écrit à la fin du film, qui viennent d'une étude de l'OMS, sont sortis au début de cette année 2024. Effectivement, grandir dans un monde dans lequel ce poison est identifié comme un poison qui tue, c'est pas du tout la même chose que de grandir dans un monde de marketing. Et d'enlever les logos des paquets et de montrer la réalité du produit, et ben en fait, ça dissuade complètement de commencer à fumer. Et c'est le seul endroit où on peut lutter, en fait. On ne peut pas aider les gens à arrêter de fumer. C'est très compliqué. Les gens en profitent pour dire que les cigarettes électroniques, l'intégralité des brevets de ces produits-là ont été rachetés par Philip Morris. C'est un leurre de croire que Ah ouais? certains OK. fumeurs arrêtent de fumer. En fait, c'est surtout un biais d'entrée.
vers la cigarette. C'est ça l'enjeu, et vers d'autres produits qui sont en train de développer, dont le snus, dont on parle dans le film, qui est ce tabac à mâcher. Légal en Suède qu'on se met, c'est pas à chiquer, mais on se met sous la gencive. Puis après, on perd ses dents et ses gencives. On n'a pas de cancer du poumon. Mais donc, l'industrie du tabac, c'est très clair. Elle vend un produit qui vous tue. Aujourd'hui, on le sait, ça tue, donc on l'écrit dessus. Et effectivement, il y a 3 fois moins de fumeurs chez les jeunes. C'est énorme. Ça change. Ça, c'est incroyable. Hein. Ça impacte le monde. On ne mesure pas à quel point. Donc, moi, ça m'intéressait. C'est dit dans le film, c'est posé dans le film. Mais là, ce du film, c'est ce qui s'est passé dans les coulisses. Effectivement, c'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est tout ce qui se passe derrière des portes fermées, derrière la grande muraille du secret de la Commission européenne. C'est les coups bas, quoi. Donc, moi, c'est ça qui m'intéressait. Et puis, c'est aussi des désirs de cinéma qui me parcourent, qui me mettent sur les projets. Ouais. Et je trouvais que là, il y avait vraiment un film de complot à fabriquer. Mais contrairement aux films américains des années 70, la démocratie gagne, la démocratie l'emporte, et c'est une bonne nouvelle. Et c'est pas une fiction. C'est pas une fiction, voilà, c'est pas une fiction, et c'est ça qui fait tout le sel et l'intérêt, et qui fait que moi je pars faire ce film. Merci Antoine d'être venu dans Soif de Sens. Merci beaucoup. Foncez voir Une affaire de principe au cinéma, il est encore en salle et puis ça permettra de le soutenir. Et si l'épisode vous a plu, je vous conseille évidemment le 62 qu'on a évoqué avec Frédéric Tellier, le réalisateur de Goliath, un autre super thriller politique. Ciao Antoine, ciao tout le monde. Merci. À dimanche prochain. Je vais m'empresser d'aller écouter l'épisode avec Philippe. Bon, merci beaucoup pour l'accueil et allez voir le film.